On va pouvoir enchaîner avec du coup une autre séquence. Enfin, on est toujours dans la deuxième grande séquence sur les différents leviers applicables sur le terrain. On va parler maintenant d'eau, après avoir parlé matière organique, approche globale et carbone dans les sols. On va parler donc eau avec Aurélie Degré qui nous rejoint en ligne. Je ne sais pas quelle caméra je dois regarder pour lui faire Aurore un Degré. petit coucou. Qu'est-ce que j'ai dit? Aurélie. Oui, pardon, Aurore Degré, pardon, qui est professeure d'hydrologie et de physique des sols à la faculté de Jean Blou, agrobiotech de l'Université de Liège. Votre intervention va porter sur les impacts quanti et quali des pratiques agricoles durables sur le cycle de l'eau. Et grâce à vous, on va mieux comprendre aussi, là aussi, un vocable qui émerge, c'est la notion d'hydrologie régénératrice. On la retrouve. On a eu tout un, je ne sais pas si vous étiez avec nous, Aurore, jusqu'alors, mais on a eu tout un débat sur la notion et le concept d'agriculture régénératrice. Et on va essayer de voir avec vous si la notion d'hydrologie régénératrice, qui va être une ouverture que vous allez faire à la fin, est un concept intéressant ou à balayer, ou même menaçant, d'après ce que nous disait Philippe Barré. On va voir ça avec vous. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Je suis désolée de ne pas être en présentiel avec vous, mais c'était vraiment très compliqué à caser dans l'agenda et j'espère que ce sera pour une prochaine fois. Donc effectivement, ici, le défi qu'on m'a donné pour la présentation était de parler de manière vraiment très transversale de comment on pouvait innover avec l'eau dans les systèmes agricoles, notamment, mais on va voir qu'on va dépasser un petit peu ces systèmes agricoles. Et donc, je vais simplement essayer de balayer avec vous différentes échelles spatiales, différentes réflexions. Et en 15 minutes, vous vous doutez bien qu'on doit faire couvrir quelques portes. Et j'espère que ça pourra susciter éventuellement soit des questions, soit des interactions après la journée d'aujourd'hui, ou au moins des réflexions. Donc, on va passer en revue différentes échelles spatiales et je vais surtout essayer de m'ancrer sur des choses que l'on mesure sur le terrain. En fait, c'était un peu le cahier de charge, c'était de parler sur base des essais que l'on a, sur base des observations, sur base des différents projets. Et puis, on aura deux points un peu d'ouverture sur la manière dont les choses peuvent se mettre en place quand on a des solutions qui semblent prometteuses, qui semblent fonctionnelles. Quelques réflexions sur la manière de les mettre en place, ce que je vais appeler les valises et les ballons, finalement, des réflexions sur lesquelles on est beaucoup pour le moment. Et puis, effectivement, cette question d'ouverture vers la prégénération ou pas, enfin, un terme qui a déjà été débattu, mais je reviendrai aussi puisque j'ai un petit peu réfléchi pour la question. Donc, les échelles spatiales, en fait, moi, spontanément, je suis prof d'hydrologie, je suis prof de physique des sols, donc mes lunettes sont des lunettes de l'hydrologie et de la physique des sols. Je vais avoir tendance à regarder comment des pratiques agricoles vont impacter finalement le fonctionnement hydrodynamique d'un sol, avec des points d'attention sur les manques d'eau quand on parle de production agronomique, avec des points d'attention aussi sur les excès d'eau. Et dans tous nos projets, on est confronté avec des idées émergentes qui viennent du terrain, avec des propositions qui viennent de nos collègues vraiment agronomes qui réfléchissent des systèmes complets de production. Et nous, on essaye toujours d'essayer de quantifier le fonctionnement hydrodynamique des sols. Je vais avoir l'occasion de vous montrer quelques résultats ou quelques essais qui sont en cours par rapport aux techniques de travail du sol. Vous avez ici, par exemple, en bas de mon écran sur la gauche, trois approches différentes finalement de la culture du maïs et de comment on peut protéger les sols, améliorer l'hydrodynamique des sols dans le cadre du maïs, avec à gauche quelque chose qui est purement mécanique, c'est une simple modification du travail du sol. On ne change rien au système phytotechnique par ailleurs, on fait simplement des creux entre les rangs de maïs. Et puis deux essais qui sont un petit peu plus élaborés au niveau agronomique et qui relèvent, qui tout de suite apportent une série de défis parce qu'il s'agit de sous-semis, soit avec une culture qui va être annuelle, soit avec une culture pérenne, sous-semis dans le maïs, et qui là ouvre toute une série de questionnements sur les itinéraires techniques, la phytotechnie, la concurrence sur la ressource en eau, la productivité du maïs, la faisabilité même en fonction des années de ces différentes pratiques. Toujours est-il qu'on a l'occasion en Belgique d'avoir une association qui s'appelle Greenotech, d'agriculteurs qui font ces échanges de bonnes pratiques avec une emphase particulière sur la limitation du travail du sol et qui sont de très chouettes roues de transmission finalement
entre des recherches qu'on peut avoir de manière un peu théorique dans nos universités et le terrain. Et donc, Cleanotech est vraiment une belle interface pour nous montrer ou pour faire montrer aux agriculteurs des progrès que les agriculteurs eux-mêmes ont mis en place et qui s'appuient aussi sur des essais qui ont été faits dans les parcelles. Donc, vous avez ici la parcelle de la ferme expérimentale. Vous avez ici des illustrations qui viennent de ce groupe-là où on voit à quel point, quand on réfléchit l'itinéraire technique, le travail du sol, on peut avoir de très beaux résultats sur un profil de sol qui se structure de manière assez intéressante au niveau hydrologique avec des très grands chemins préférentiels d'infiltration de l'eau, une abondance de biologie dans les sols, de vers de terre qui rendent beaucoup de services hydrologiques, etc. Je n'arriverai jamais à faire ça en un quart d'heure si je traîne sur chaque dia. On changera un peu d'échelle en regardant un peu ce qui se passe au niveau paysager par la suite. Je vais passer celle-ci rapidement pour vous parler directement d'essais que nous avons à la faculté de Gembloux. Alors, un essai qui est une expérience qui est dite structurante, où on compare en fait un certain gradient de systèmes en rupture par rapport à ce que l'on voit beaucoup dans nos terres de grande culture. Vous savez qu'on a la chance d'être dans la ceinture limoneuse, donc on a des terres très profondes, on a du limon qui est un sol a priori de très bonne qualité, au point qu'on a parfois oublié d'en prendre soin. Beaucoup d'agriculteurs ont oublié d'en prendre soin. Et donc, il y a un gros enjeu à arriver à changer complètement les systèmes. Je suis d'accord sur ce qui a été dit en début de journée. Et on a ici profité des expériences de long terme qui sont mises en place par les agronomes avec des rotations de plus de 8 ans, en interaction agroécologique avec des prairies temporaires, avec des terres qui sont pâturées pendant les intercultures, voire même un système qui est un peu plus disrupteur encore, où on imagine d'être dans un monde spéciste, où il n'y a plus de recours à l'élevage et où l'alimentation humaine est basée sur des protéines végétales uniquement, avec toutes les questions que ça peut poser par rapport à la préservation des prairies et à la conservation des sols. Trois systèmes qui se veulent vraiment être des postures différentes, mais parce qu'on est dans cette idée de se dire on ne peut plus jouer de manière factorielle, on doit vraiment repenser les choses. Alors je ne suis pas du tout en train de dire que ces systèmes sont les bons systèmes, mais c'est simplement des lieux de mise en relation de différents scientifiques avec des différentes spécialités, avec des différents regards. Et nous, nous avons pu instrumenter ces différentes parcelles avec des capteurs de teneur en eau, avec des capteurs de potentiel, avec également des plaques de prélèvement de la solution du sol qui nous permettent d'avoir une idée de la qualité finalement de l'eau qui percole à la base de la zone racinaire dans ces différents systèmes. Alors vous vous doutez bien que je ne vais pas pouvoir expliquer de manière très détaillée les résultats que nous avons observés, mais de manière juste en flash, quelques graphiques sur l'évolution des teneurs en eau au cours de 2 années, l'évolution des potentiels au cours de 2 années, à savoir que en Belgique, vous en avez peut-être entendu parler, mais nous avons des inondations très importantes qui ont eu lieu en 2021. 2021 est une année extrêmement humide, 2022 était une année plus sèche. Et nous avons pu observer ces différentes années dans cet essai et voir à quel point finalement, pour différentes raisons liées aux différents systèmes, on a des réactions complètement différentes, complètement contrastées en fait en termes d'assèchement des sols, en termes de disponibilité en eau pour la plante. Alors quels sont les facteurs qui ont joué? Bien entendu, le système racinaire des cultures qui ont été mises en place, les types de machines qui ont été utilisées, donc on n'est absolument pas sur le même jeu quand on récolte une betterave que quand on exploite simplement une cameline. Donc on est sur des machines qui sont complètement différentes, des perturbations du sol qui sont également complètement différentes, des gestions des résidus qui sont complètement différentes. Donc on est vraiment bien sur une approche système et nous avons essayé dans ces 4 années de suivi de documenter et d'expliciter ce qui pouvait nous permettre de comprendre comment finalement l'eau était ou pas disponible pour la plante en fonction de ces différents systèmes. Et donc on a analysé toute une série de séquences d'assèchement, on a analysé toute une série de séquences de réhumidification dans ces différentes parties
parcelle pour essayer de comprendre quels étaient à un moment donné ou à un autre les facteurs dominants des différents systèmes par rapport à la disponibilité de l'eau. Une des choses qu'on a apprises et qui n'est pas forcément très documentée dans la littérature, même si on le sait quand on s'intéresse un peu au fonctionnement des sols, c'est que la structure est éminemment dynamique, que l'organisation du sol dans l'espace, elle change, que ça joue énormément sur les flux d'eau, que ça joue énormément aussi sur la biologie du sol, et que c'est quelque chose qui est encore à découvrir et à conceptualiser. On en sait encore très peu par rapport à l'évolution de cette structure. On a également fait des mesures dans ces parcelles des concentrations en nitrate à la base de la zone racinaire. Là encore, les réponses étaient extrêmement contrastées en fonction des systèmes. Je vais dézoomer un petit peu dans mon parcours de l'échelle spatiale, et en dézoomant, je me rends compte, quand je prépare un peu mes slides, que je quitte le domaine agricole pur et dur. Je suis peut-être la première aujourd'hui à sortir de l'exploitation et à avoir ce regard de la manière dont finalement le début de l'hydrologie des bassins versants, mais souvent elle est dominée par des parcelles agricoles ou des parcelles forestières, et puis elle arrive, en tout cas dans notre petite Belgique dont l'urbanisme pourrait être mis en question, ça arrive dans les villages, ça arrive dans les maisons. Et nous, au niveau du groupe, en réalité, on a des questionnements sur le fonctionnement de l'agriculture, les différentes pratiques, etc., par rapport à l'agronomie et au travail dans les parcelles agricoles. Et puis, on a également des projets qui sont plutôt issus de la thématique de l'urbanisme, comment protéger contre les aléas naturels, comment arriver à protéger les infrastructures contre les boues et les inondations. Alors, j'ai pas dû aller chercher loin pour illustrer mon slide. C'est une photo qui vient de mon village. Il y a 2 semaines de ça, le centre du village était sous eau. Et ce n'était pas que de l'eau, c'était de l'eau et de la boue. Et donc, on a vraiment de gros questionnements chez nous en Belgique. Mais je vois qu'en France, c'est le cas aussi. Vous avez des régions de France inondées hier sur la question des coulées de boue, de la charge sédimentaire qui arrive dans les rivières. Finalement, cette terre limoneuse de si bonne qualité que j'évoquais tout à l'heure, qui est en fait en train de se dégrader à une vitesse qui est extrêmement inquiétante et qui pourtant ne se marque pas dans les rendements, puisqu'on est malheureusement trop chanceux avec des sols de trop bonne qualité qui ne marquent pas encore les rendements. Mais sur ça aussi, on a toute une série d'essais de terrain où on essaie de quantifier finalement les pertes en terre, quantifier les ruissellements et donc quantifier protection des sols et l'infiltration apportée par différentes pratiques, que ce soit au niveau de certaines cultures ou que ce soit au niveau des interfaces entre différentes parcelles, soit parce qu'on change d'une parcelle à une autre, soit parce qu'on a mis à l'interface entre 2 parcelles des barrières végétales de différentes sortes, que ce soit des haies classiques ou des fascines ou des bandes productrices de bois raméal fragmenté, de biomasse, de petits fruits ou que sais-je. Donc on a un simulateur de ruissellement et on fait des mesures de frein hydraulique et de dépôt sédimentaire en amont de ces différentes barrières végétales. Tout ça pour préparer une réflexion quelque part sur quel est finalement l'usage optimal de notre territoire en matière de parcellaire agricole. Et vous voyez ici toute une série de cartes où on se pose la question de comment diviser notre territoire pour finalement optimiser son fonctionnement hydrologique, tout en essayant de rester dans du praticable, du raisonnable au niveau de l'agronomie aussi. Je passe assez vite là-dessus. Et en quittant encore, en dézoomant encore, on quitte le domaine agricole, on quitte même le domaine de la ruralité, des petits villages, et on se retrouve à intégrer ces réflexions sur la gestion territoriale de l'eau dans des bassins versants encore plus importants. Et ici, vous avez une illustration d'une étude que nous venons de clôturer sur le bassin versant de la Vesdre, qui est près de la frontière allemande, dans l'est de la Belgique, où nous avons eu en 2021 des inondations catastrophiques avec 39 personnes qui ont perdu la vie dans les inondations et dont on dit qu'ils sont les premières victimes climatiques belges finalement que nous avons à déplorer. Dans ce projet-ci, nous avons fait purement de la modélisation numérique assez détaillée de différents types de pratiques agricoles qui étaient proposées dans le master plan de reconstruction du bassin versant.
Nous avons travaillé sur la zone agricole, nous avons travaillé aussi sur la zone forestière et nous avons travaillé sur la zone naturelle, puisqu'en amont de ce bassin versant, il y a des zones de tourbières qui sont des réservoirs de biodiversité tout à fait remarquables, et que nous avions une très très longue liste de bonnes intentions, de bonnes idées, de choses qui devaient être faites absolument partout pour améliorer la situation hydrologique du bassin versant. Et on s'est attaché à identifier ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, les lieux où c'était le plus efficace, les lieux où ça n'était pas efficace. Parce qu'il faut dire à un moment donné aussi ce qui ne marche pas, c'est vraiment très très important, c'est notre responsabilité. Alors bien sûr, ça n'est que de la modélisation à ce stade, mais on a quand même appris un certain nombre de choses, et vous avez ici sur l'infographie un certain nombre d'indicateurs d'efficacité que nous avons pu tenter de quantifier. Je regarde juste ce qu'on a fait dans ce projet-là sur la zone agricole. On a pris un sous-bassin versant, c'est le sous-bassin versant de la Magne. Vous voyez que dans ce sous-bassin versant, on est essentiellement dans un domaine de prairies, de bocage. C'est a priori relativement optimal au niveau hydrologique, mais on a quand même aussi en rouge une trame d'habitation rurale, quelques infrastructures plus radicales comme des autoroutes, etc. Et on a mis en place virtuellement dans notre modèle toutes les recommandations du master plan de reconstruction, où on a pu identifier quelle était l'efficacité potentielle de ces mesures si elles étaient mises en place sur le bassin versant. Alors le graphique que vous avez en haut à droite, en fait, il vous présente les modifications des débits de pointe observés et modélisés à l'exutoire quand on met en place ces mesures au niveau du domaine agricole. Alors encore une fois, avec beaucoup de précautions, je pourrais vous donner toutes les limites de cette étude si nous avions 2 jours devant nous, mais ce que l'on voit, c'est que le domaine agricole est en capacité théoriquement de diminuer de 30% les débits de pointe à l'exutoire de ce bassin versant. Le bassin versant, il fait à peu près une quarantaine de kilomètres carrés, il est à dominance agricole, mais il n'y a pas que ça, et si on met en place des trames bocagères autour de chacune des parcelles, on modifie les pratiques agricoles dans les terres de culture en limitant la compaction du sol et en favorisant vraiment le rouleau en maïs, notamment les techniques culturales simplifiées, etc., on arrive à diminuer de 30% le débit à l'exutoire. Aurore, Et moi, je le j'imagine. présente toujours en disant c'est le cerf. Pardon? J'allais vous couper juste pour vous dire que ces pratiques que vous évoquez, elles se déploient à l'échelle du territoire, elles se déploient aussi dans le temps en fonction du cycle culturel, elles n'ont pas toutes les mêmes efficacités J'y viens relatives. dans un instant. Et c'était presque même pour vous inviter à le sauter pour aller directement à la conclusion. D'accord. Ici, on a vraiment un exercice de modélisation. On considère que tout est optimal immédiatement et c'est évidemment pas le cas. Mais c'est un service. Ce que je veux dire, et ça c'est important, c'est que c'est un service que peut rendre l'agriculture à la société. La société qui finalement a utilisé le territoire de manière un petit peu déraisonnable. L'agriculture, c'est pas la cause de ces problèmes d'inondation, mais elle a un moyen d'action, un levier d'action, étant gestionnaire d'une grande partie du territoire pour rendre un service à la société. Je vais passer les keyline design qu'on a modélisé aussi, mais que vous aurez l'occasion d'entendre dans le prochain exposé, pour vous dire que ça c'est important. La modélisation, c'est super facile. La mesure sur les terrains dans les fermes expérimentales d'une université, c'est super facile. Enfin, déjà un petit peu moins, mais quand même, c'est facile. Ce qui devient compliqué, c'est quand on doit mettre en place sur le terrain véritablement les mesures et quand on doit convaincre finalement les agriculteurs qui prennent des risques de mettre en place ces différentes mesures. On a eu l'occasion de faire un atelier avec les acteurs de la gestion du territoire, les forestiers, les agriculteurs, tous les urbanistes, pour arriver à mettre en lien les difficultés de mise en œuvre et l'efficacité relative de ces mesures, pour arriver encore une fois à les prioriser. Et on a appelé ces ateliers les ateliers valises et ballons, pour arriver à trouver tous les freins et les leviers de la mise en œuvre de ces différentes pratiques. Oui, les valises sont lourdes alors que les ballons aident à grandir. Les valises, c'est tous les freins, les ballons, c'est ce qui permet d'aider, et on essaie de souffler autant que possible dans les ballons et de vider les valises. Mais il y a effectivement, comme vous le disiez, au rythme des saisons, selon les marchés, selon aussi un petit peu l'ambiance générale, les événements majeurs. Quand on a des inondations, il y a beaucoup plus de sensibilisation. Quand on a 2 ou 3 années normales, on sent que ça diminue très très fort. Tout ça joue énormément dans la facilité ou les difficultés qu'on peut avoir à convaincre à la mise en place sur le terrain de certaines mesures. Surtout quand on travaille à l'échelle du bassin versant, on se rend compte qu'on a une diversité d'acteurs qui est phénoménale, des agriculteurs, des propriétaires, des intégrateurs agricoles qui sont vraiment les acteurs cachés, pas du tout maîtrisés, extrêmement délétères,
les communes, les habitants qui bien sûr ont des visions différentes et des priorités différentes. Alors je partage le désarroi de Philippe Barret quand il dit que 10 ans de travail ont été réduits à néant par les manifestations du début d'année. Effectivement, la voie normative, ce qui avait pu être mis au forceps dans la PAC, c'est réduit à néant en 2 coups de cuillère à peau. Et j'en viens sur la conclusion, c'est ma dernière slide, quasi, sur la question de régénérer. Alors moi, je ne suis pas très fan de cette idée de régénérer, effectivement, parce qu'elle questionne le point de départ, ce sur quoi on veut revenir, et elle donne une idée de retour au passé. Et je pense que c'est vraiment pas ça qu'il faut avoir en tête. Je reprends ma casquette d'hydrologue, on travaille énormément avec les climatologues. Ce qu'on entend beaucoup, c'est que la sollicitation de nos territoires, elle va évoluer terriblement dans les prochaines années. Peut-être les mêmes quantités de pluie, mais réparties complètement différemment. En France, peut-être moins de pluie. En Belgique, ce seront les mêmes quantités réparties différemment. Des intensités de pluie et donc des érosivités qui vont être augmentées de manière colossale. Et donc, cette idée du retour en arrière, ce n'est pas le bon message. Il faut aller vers de nouveaux systèmes. Je vous ai mis à titre d'illustration 2 photos aériennes du village de Boilin qui était inondé dans les années 70 et aujourd'hui. Oui, ça a changé, ça n'est pas en mieux, mais demain, il ne faut pas vouloir revenir en arrière, il faut repenser les choses au niveau territorial de manière complètement inédite. Et se poser les questions qui vont avec sur tout ce que ça entraîne en termes de système. Parce que moi, j'ai juste des lunettes d'hydrologue, mais j'essaie de connecter mon regard avec le regard des agronomes, avec le regard des urbanistes, avec le regard des environnementalistes, des spécialistes de la biodiversité. C'est un système qu'on doit regarder. Et donc, on doit vraiment se poser la question de qui doit porter le risque du changement. Je crois que ça, c'est une des clés pour arriver à changer les choses. Qui porte le risque? Et entre parenthèses, qui l'a porté jusqu'ici? Qui l'a porté jusqu'ici? Ben, ce sont les riverains qui aujourd'hui sont inondés, ce sont les agriculteurs qui perdent leurs terres, etc. Et on a la chance de pouvoir se dire que dans les prochaines années, on a la possibilité d'aller vers ce qu'on a appelé des territoires d'innovation hydrologique participatifs qui vont pouvoir se mettre en place justement dans le bassin versant de la Vestre. Ce traumatisme aura eu du bon et on va pouvoir mettre en place avec les acteurs pour entendre les freins, pour entendre leur point de vue, mesurer pour vérifier l'efficacité des mesures, en tout cas dans ce contexte-là. L'idée, c'est de vider les valises et souffler dans les ballons et redessiner from scratch quelque part une nouvelle manière de voir l'agriculture dans son territoire. Voilà, j'avais juste prévu de vous parler de 2 épisodes d'un podcast que vous pouvez aller voir écouter plutôt pour entendre les changements dans le cycle de l'eau et les manières d'y remédier. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.